C'est le 7 septembre 1940 et Hermann Göring se tient sur la côte française au Cap Blanc-Nez. Des jumelles à la main, regardant vague après vague de ces bombardiers de la Luftwaffe traverser la Manche. Il sourit pratiquement. Pourquoi ? Parce que ces officiers du renseignement viennent de lui remettre des rapports qui devraient faire la journée de n'importe quel commandant militaire. Le commandement de la chasse de la RAF est terminé, fini. Caput. Selon les évaluations du renseignement de la Luftwaffe, les Britanniques avaient peut-être 100 chasseurs opérationnels restants, peut-être moins. Les mathématiques étaient simples. L'Allemagne bombardait sans relâche les aérodromes de la RAF depuis le 13 août. Ce qu'ils appelaient Adlertag, le jour de l'aigle. Kenley, Big Hill, Manston, Hornchurch. Ce n'étaient pas seulement des noms sur une carte, c'étaient des cratères fumants. Les hangars s'effondraient comme des boîtes en carton, les pistes d'atterrissage qui ressemblèrent à la surface de la Lune. Le chef du renseignement, le major Joseph Beppo Schmid, avait compilé des évaluations des dégâts minutieuses. Sur le papier, c'était dévastateur. Plus d'une douzaine de grandes stations de la RAF avaient été frappées plusieurs fois. La Luftwaffe avait effectué plus de 1500 sorties le 15 août seul, le plus grand jour unique de combat aérien dans l'histoire jusqu'à ce moment. Les pilotes allemands revenaient avec des images de caméras de tir montrant des coups directs. Ils avaient vu les explosions, compté les Hurricanes et Spitfire en feu au sol. Les rapports affluant au quartier général de la Luftwaffe peignaient un tableau d'une force aérienne à ses derniers instants, saignant sur ses propres pistes d'atterrissage. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante. Chaque matin après ces raids dévastateurs, quand les formations de bombardiers allemands traversaient l'espace aérien britannique, elles étaient rencontrées par des escadrons de Spitfire et de Hurricane. Pas des poignées, pas des traînards, des escadrons complets. 12 aéronefs ici, 16 là, s'élevant de ce qui aurait dû être des aérodromes détruits. Le 30 août seul, les chasseurs de la RAF ont effectué plus de 1000 sorties. Cela d'une force aérienne qui aurait supposément moins d'aéronefs opérationnels que de sorties effectuées. Les chiffres ne se contentaient pas de ne pas s'additionner. Ils étaient mathématiquement impossibles. Göring était furieux. Il a accusé ses pilotes d'exagérer les victimes. Il a remis en question ses officiers du renseignement. Les Britanniques reconstruisaient-ils d'une manière ou d'une autre les chasseurs pendant la nuit ? Volaient-ils des aéronefs endommagés tenus ensemble par l'espoir et du fil de fer ? Le Reichsmarschall ne pouvait pas le comprendre. Ces bombardiers avaient photographié des hangars détruits. Ces chasseurs avaient mitraillé les aéronefs garés. Les cratères étaient réels. Les incendies étaient réels. La destruction était documentée. Pourtant, la RAF continuait à venir, continuait à combattre, continuait à apparaître exactement où le renseignement allemand disait qu'elle ne devrait plus exister. Ce que Göring ne savait pas, ce que tous ces opérateurs du renseignement avaient complètement manqué, c'était que les aérodromes qu'ils pouvaient voir, ceux marqués sur chaque carte, les stations évidentes avec leurs bâtiments permanents et leurs pistes d'atterrissage clairement définies, n'étaient que la pointe de l'iceberg. Les Britanniques avaient construit une force aérienne invisible opérant à partir de champs. Les Allemands n'avaient jamais photographié parce qu'ils ne savaient jamais où chercher. Ceux-ci n'étaient sur aucune carte d'avant-guerre. Ils n'étaient dans aucun dossier de renseignement. C'étaient des bases fantômes, des aérodromes satellites si habilement dissimulés que même quand les aéronefs de reconnaissance allemands volaient directement au-dessus d'eux, ils s'enregistraient comme rien de plus que des terres agricoles ordinaires. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas de l'improvisation. C'était une tromperie stratégique exécutée à un niveau que la Luftwaffe ne pouvait même pas comprendre. Le concept était brillamment simple. Pour chaque grande station de la RAF qui apparaissait sur les cartes allemandes, la Grande-Bretagne avait créé 3, 4, parfois 5 terrains d'atterrissage supplémentaires dispersés dans un rayon de 10 000. Ce n'étaient pas des aérodromes complets au sens traditionnel, c'étaient des pistes d'atterrissage d'urgence, des points de ravitaillement et des zones de dispersion qui pouvaient fonctionner comme des bases opérationnelles quand la station mère était attaquée. Le terme officiel était aérodrome satellite, mais cela le rend plus formel qu'il ne l'était réellement. Beaucoup de ces sites étaient littéralement des champs de fermiers qui avaient été tranquillement arpentés, aplatis et désignés pour les opérations de chasseurs. Les planificateurs du ministère de l'Air avaient commencé à développer ce réseau dès 1938, quand la guerre semblait inévitable. Ils comprenaient quelque chose de fondamental sur la guerre aérienne que les Allemands apparemment ne comprenaient pas.
La concentration vous rend vulnérable. Si vous garez 50 Spitfire sur un aérodrome avec des hangars permanents et des dépôts de carburant, un raid de bombardement réussi peut anéantir tout votre escadron en 21 minutes. Mais si ces mêmes 50 aéronefs sont dispersés sur 5 emplacements différents, cachés dans les bois et nichés derrière les haies, l'ennemi doit trouver et détruire les 5 sites pour obtenir le même résultat. Et les trouver, c'était le truc. À l'été de 1940, le commandement de la chasse de la RAF avait plus de 70 de ces champs satellites opérationnels dans le sud de l'Angleterre. Certains étaient des affaires élaborées avec des pistes d'atterrissage appropriées comme RAF West Hampstead, près de Chichester, qui servait de satellite pour Tangmere. D'autres n'étaient guère plus que des pistes d'herbe avec quelques tentes et des bidons de carburant cachés sous des filets de camouflage. Mais chacun d'eux était invisible pour la reconnaissance allemande. Le renseignement d'avant-guerre de la Luftwaffe avait cartographié les aérodromes britanniques de manière extensive. Ils savaient exactement où se trouvaient Biggin Hill, Kenley, North Weald et les autres grandes stations. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces cibles évidentes étaient devenues une sorte de leurre. Vous pouviez les bombarder en décombres, et les escadrons opéreraient simplement à partir des satellites le matin suivant. Prenez RAF Northolt dans le Middlesex. Les Allemands l'ont martelé à plusieurs reprises à la fin août. Les photographies montraient des pistes d'atterrissage cratérisées et des bâtiments endommagés. Mission accomplie, non ? Sauf que les escadrons de Northolt, y compris le célèbre escadron polonais 303, opéraient déjà principalement à partir de Horn, un champ satellite à seulement quelques milles au sud. Les Polonais ne dormaient même pas à Northolt. Ils étaient logés dans des maisons réquisitionnées près de Horn, où leurs hurricanes étaient dispersés sous les arbres couverts de filets de camouflage qui les faisaient se fondre parfaitement avec la forêt environnante. Dans le Kent, RAF Hawking, perché dramatiquement sur les falaises près de Folkestone, semblait avoir été anéanti après les attaques répétées de Piquet en août. La salle des opérations était détruite. Les hangars étaient donnés des cadres squelettiques de métal tordu. Et la piste d'atterrissage principale était inutilisable. Pourtant, l'escadron 32 continuait à voler en patrouille quotidienne tout au long de septembre. Comment ? Il s'était déplacé à Limpn et Detling, des champs satellites à l'intérieur des terres que la Luftwaffe avait à peine touchés parce qu'ils ne savaient pas que ces pistes d'herbe étaient maintenant des bases de chasseurs opérationnels. Le réseau s'étendait de Portsmouth à Colchester, de l'estuaire de la Tamise au South Down du Sussex. Le commandement des chasseurs avait essentiellement créé un système de défense aérienne distribué et résilient où la destruction de l'infrastructure visible ne signifiait presque rien. Les Allemands jouaient aux dames, attaquant les pièces qu'ils pouvaient voir. Les Britanniques jouaient aux échecs tridimensionnels avec la plupart de leurs pièces cachées sous le plateau. Faire disparaître un aérodrome nécessite plus que simplement garer les avions sous les arbres. Le défi d'ingénierie était énorme. Vous avez besoin d'une piste plate d'au moins 800 mètres de long pour qu'un Spitfire atterrisse en toute sécurité. Vous avez besoin de stockage de carburant, des milliers de gallons de carburant d'aviation à haut indice d'octane. Vous avez besoin de dépôts de munitions, d'équipements d'entretien, d'un endroit pour loger les pilotes et les équipes au sol. Tout cela doit être suffisamment fonctionnel pour lancer des opérations de combat en quelques minutes, mais suffisamment invisible pour qu'un dornier de reconnaissance allemand, volant à 21 000 pieds, ne voit de rien d'autre que la campagne. L'approche de la RAF était en partie ingénierie, en partie théâtre. Commencez par la piste d'atterrissage elle-même. La plupart des champs satellites utilisaient des pistes d'herbe plutôt que du béton ou du macadam. Pourquoi ? Parce que l'herbe ressemble à tous les autres champs d'Angleterre vus du ciel. Les jardiniers moiseraient réellement des motifs dans l'herbe qui imitait les terres agricoles. Des bandes alternées de hauteurs légèrement différentes qui, vues d'en haut, ressemblaient à un fermier qui avait labouré. Certains champs gardaient que des moutons ou du bétail réel paissant sur la piste d'atterrissage jusqu'à ce que les aéronefs en aient le besoin. Un membre de l'équipe au sol rassemblerait littéralement les animaux. Les avions atterriraient ou décollaient, et le bétail serait de retour dans l'heure. Les interprètes de photos allemands, regardant ces images, voyaient des terres agricoles, pas une infrastructure militaire. Le stockage de carburant était caché à la vue grâce à une tromperie magistrale. Sur plusieurs sites dans le Sussex et le Kent, la RAF a construit de faux granges et silos à grains qui étaient en réalité des réservoirs de carburant renforcés. Les extérieurs en bois avaient l'air usé et authentique. Certains étaient même décorés avec du vieux matériel agricole appuyé contre eux.
À l'intérieur, des réservoirs en acier contenaient 5000 gallons de carburant 100 octanes, connectés par des tuyaux souterrains à des points de ravitaillement dispersés autour du champ. À RAF West Hampstead, les camions-citernes de carburant étaient déguisés en remorques agricoles et garés dans les haies. Les pilotes feraient rouler leur Spitfire derrière une ligne d'arbres, et l'équipage au sol en vêtements civils les ravitaillerait en carburant à partir de ce qui ressemblait à de l'équipement agricole. Les hangars étaient le problème le plus délicat. On ne peut pas cacher un bâtiment métallique de 100 pieds. Les Britanniques ont donc utilisé des structures pliables, appelées hangars Bellman, essentiellement de grandes tentes, avec des cadres en acier qui pouvaient être érigés en quelques heures et démontés tout aussi rapidement. Lorsqu'ils n'étaient pas utilisés, ils étaient complètement démontés et cachés dans des granges ou des zones de stockage forestier à proximité. Même une fois assemblés, ils étaient recouverts de filets de camouflage dans lesquels du vrai feuillage était tissé. À 200 pieds d'altitude, ils s'enregistraient comme une couverture forestière dense. Les tromperies les plus élaborées impliquaient de faux bâtiments sur des aérodromes réellement endommagés. Après que Manston, dans le Kent, ait été lourdement bombardé à la fin du mois d'août, les ingénieurs de la RAF ont construit des hangars de réplique détruits, des structures qui semblaient bombardées vues du ciel, mais qui étaient en réalité intactes, sous des couvertures de camouflage ondulées. Pendant ce temps, les vrais hangars opérationnels étaient utilisés pour la maintenance, cachés sous des filets qui les faisaient ressembler à des tas de décombres. La reconnaissance allemande photographierait Manston. Les officiers du renseignement noteraient la cible détruite, aucune activité de réparation, et la classeraient. L'aérodrome est resté opérationnel tout au long. À Roford dans l'Essex, toute la zone de dispersion était camouflée pour ressembler à un quartier résidentiel. Les retranchements d'aéronefs ont été construits pour ressembler à des maisons de banlieue, complètes avec de fausses cheminées et des haies de jardin. Les pilotes roulaient entre des maisons qui étaient en réalité des abris renforcés contre les explosions. Un pilote allemand qui a été abattu et capturé près de Roford a rapporté plus tard qu'il avait survolé la zone plusieurs fois et n'avait jamais soupçonné que c'était une station de chasse active. Il pensait naviguer en utilisant un développement de banlieue. La RAF Tangmere se situe à 3 milles à l'est de Chichester, dans le West Sussex, directement sur le plan côtier. En août 1940, c'était l'une des stations de chasse les plus importantes du 11e groupe, la défense de première ligne pour Londres et le sud-est. Le 16 août, la Luftwaffe l'a frappé de toutes ses forces. Les Junker 87 Stuka ont plongé en piquets presque verticaux, larguant des bombes de 500 livres directement sur la station. L'attaque a duré 12 minutes. Quand la fumée s'est dissipée, 14 personnes étaient mortes. Le bloc des opérations a été détruit, les hangars brûlaient, et la piste principale ressemblait à une carrière de gravier. La reconnaissance de la Luftwaffe a photographié les dégâts. Cet après-midi-là, les officiers du renseignement ont déposé leur rapport. Tangmere était effectivement hors d'action, sauf que ce n'était pas le cas. Pas du tout. En 48 heures, les escadrons de Tangmere, le 43 escadron et le 601 escadron, volaient en mission de combat complète. Pas des opérations réduites, pas des patrouilles limitées, des interceptions à pleine force d'escadrons de formation de bombardiers allemands. Comment ? Parce que Tangmere n'était pas vraiment un aérodrome, c'était 6. West Hampnet, à seulement 2 milles au nord-est, devint le satellite principal. C'était un terrain herbeux qui avait été développé en 1938, officiellement répertorié comme terrain d'atterrissage de secours. Les Allemands connaissaient West Hampnet. Il figurait dans certains fichiers de renseignement, mais ils l'ont systématiquement sous-estimé comme une bande auxiliaire mineure sans valeur opérationnelle. En réalité, après le raid du 16 août, West Hampnet devint le cœur battant de Tangmere. Le 145 escadron s'y installa complètement, opérant des Hurricanes à partir de positions dispersées autour du périmètre. Les pilotes étaient là logés à Goodwood House, le domaine du duc de Richmond, dormant dans des pièces remplies d'œuvres d'art inestimables, tandis que leurs aéronefs restaient camouflés dans les bois du domaine, à seulement quelques centaines de mètres. Merston, à 3 milles au sud-ouest de Tangmere, était encore plus invisible. C'était littéralement un champ de ferme que la RAF avait nivelé et désigné pour une utilisation d'urgence. Pas de bâtiment permanent, pas de surface pavée, juste une bande herbacée avec des dépôts de carburant cachés dans un bosquet à proximité et une petite tente d'opération dissimulée dans une grange. Au début septembre, le 602 escadron volait régulièrement des Spitfire depuis Merston. Le renseignement allemand ne l'a jamais identifié comme une base de chasse active,
Pas une seule fois pendant toute la bataille. Puis il y avait un terrain d'atterrissage plus proche de Chichester, essentiellement un grand champ plat avec une préparation minimale. Il servait de terrain d'atterrissage d'urgence et de point de ravitaillement en carburant avancé. Les pilotes de Tangmer atterriraient sur un terrain d'atterrissage après le combat, se ravitailler en carburant derrière des haies et être de retour en l'air en 15 minutes. Pas de paperasse, pas de procédure formelle, juste un chaos contrôlé qui fonctionnait parce que tout le monde savait exactement ce qu'il faisait. Chopwick, un autre satellite, était si bien caché que même certains membres du personnel de la RAF ne savaient pas qu'il existait. C'était une petite bande herbacée utilisée principalement pour que les aéronefs endommagés atterrissent loin des stations principales. Si un Spitfire subissait des dégâts de combat et ne pouvait pas revenir à une base majeure, Chopwick était là, non cartographié, non défendu mais fonctionnel. La dernière pièce était Oving, au nord de Tangmer, qui servait de point de dispersion pour les aéronefs en cours de maintenance. Les Hurricanes endommagés seraient remorqués là-bas la nuit, réparés sous des filets de camouflage et ramenés à un état opérationnel sans jamais apparaître dans les rapports de force de la station principale. Ce réseau signifiait que lorsque la Luftwaffe bombardait Tangmer jusqu'à l'apparence de l'oblivion, elle n'avait en réalité presque rien accompli stratégiquement. Ils ont détruit des bâtiments et des infrastructures. Oui, ils avaient tué des gens, tragiquement, mais ils n'avaient pas touché à la capacité opérationnelle, parce que la capacité opérationnelle n'était plus à Tangmere. Elle était dispersée dans le West Sussex dans des champs que les Allemands ne pouvaient pas trouver. L'échec n'était pas dû à un manque d'efforts. La collecte de renseignements allemands en 1940 était en réalité assez sophistiquée. Ils avaient des aéronefs de reconnaissance à haute altitude, principalement des Dornier 17 et des Junkers 86, survolant la Grande-Bretagne presque quotidiennement, équipés d'excellentes caméras qui pouvaient capturer des détails remarquables à 30 000 pieds. Ils avaient des agents sur le terrain, bien que pas autant qu'ils ne l'affirmaient. Ils avaient des unités de renseignement de signaux écoutant le trafic radio de la RAF. Ils avaient des interrogatoires de prisonniers, ils avaient des documents capturés, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour comprendre le réseau de défense aérienne britannique, sauf qu'ils ne le comprenaient pas du tout. Le problème fondamental était doctrinal. Le renseignement de la Luftwaffe fonctionnait selon les hypothèses allemandes sur la façon dont les forces aériennes devraient être organisées. Dans le système allemand, les aérodromes étaient des installations permanentes substantielles avec des pistes en béton, de grands hangars, des casernes, des bâtiments administratifs, des dépôts de carburant et des stockages de munitions, tous centralisés dans un endroit évident. Cela avait du sens pour la doctrine offensive de la Luftwaffe. Ils avaient besoin de bases qui pouvaient soutenir des centaines d'aéronefs pour des campagnes de bombardement soutenues. Donc, quand les officiers du renseignement de Beppo Schmid ont analysé les photographies de l'Angleterre, ils ont cherché des aérodromes de style allemand, et ils les ont trouvés. Biggin Hill, Kenley, Northolt, Tangmere, Hornchurch. Chaque station RAF majeure a été identifiée, cartographiée et ciblée. Ce qu'ils ont filtré comme non pertinent, c'était tout le reste. Ces champs herbeux avec des marques de pistes faibles, les terres agricoles, cette zone ouverte avec ce qui pourrait être des aéronefs sous les arbres, probablement un site de stockage dispersé non opérationnel. Les interprètes de photos ont été formés pour identifier les infrastructures, les bâtiments permanents, les surfaces en béton, les installations militaires évidentes. Un champ qui ressemblait à un champ ne s'enregistrait pas comme un aérodrome même lorsque des Spitfire opéraient réellement à partir de celui-ci. Il y a un exemple documenté de septembre 1940 qui illustre parfaitement ce point aveugle. Un aéronef de reconnaissance de la Luftwaffe a photographié la zone autour de Raufort dans l'Essex. Les images montraient clairement plusieurs chasseurs Hurricane garés dans ce qui ressemblait à un arrangement géométriquement étrange près de certains bâtiments de ferme. L'officier du renseignement qui a analysé les photos a noté une possible zone de dispersion d'aéronefs, mais a conclu que ce n'était pas un aérodrome fonctionnel, parce qu'il n'y avait pas de piste, pas de hangar et pas d'infrastructure de soutien visible. L'officier regardait une station de chasse active. Raufort était opérationnel tout au long de la bataille, mais a été rejeté parce qu'il ne correspondait pas à son modèle mental de ce qu'un aérodrome devrait être. Le réseau d'agents était encore moins efficace. L'Allemagne avait une poignée d'espions opérant en Grande-Bretagne en 1940, mais le MI5 avait identifié et retourné ou arrêté la plupart d'entre eux par le système du double jeu. Les agents qui envoyèrent des rapports en Allemagne alimentaient largement les informations que le renseignement britannique voulait que les Allemands entendent.
Aucun d'eux n'était positionné près des stations de la RAF. Cela aurait été trop évident, et aucun n'a rapporté sur le réseau des aérodromes satellites parce que l'identification des bandes herbacées cachées nécessitait des connaissances spécifiques en aviation qu'ils ne possédaient pas. Le renseignement de signaux a capturé de vastes quantités de trafic radio de la RAF, mais il a révélé les indicatifs d'appel des escadrons et les modèles opérationnels, pas les emplacements physiques. Les Britanniques étaient prudents quant à la discipline radio. Les pilotes ne diffusaient pas le décollage du champ secret près de Chichester. Ils utilisaient des indicatifs d'appel et des références codées. L'intelligence allemande pouvait suivre que les escadrons étaient actifs et estimer les taux de sortie, mais elle ne pouvait pas localiser précisément où les aéronefs étaient réellement basés. Peut-être plus important encore, les Allemands souffraient d'un biais de confirmation. Quand leurs bombardiers ont détruit Tangmer et que les photographies ont montré les dégâts, les rapports de renseignement l'ont marqué comme fortement endommagé, opération limitée. Quand les escadrons de Tangmer ont continué à apparaître au combat, les Allemands ont supposé que c'étaient des restes opérant depuis la base endommagée, et non des escadrons volant depuis 5 satellites non découverts à proximité. Le 15 septembre 1940, maintenant commémoré comme le jour de la bataille d'Angleterre. Ce matin-là, les équipages de la Luftwaffe ont assisté à des briefings où les officiers de renseignement leur ont dit que la RAF était réduite à ces derniers quelques dizaines de chasseurs opérationnels. Le major Schmid estimait que la force du commandement des chasseurs de la RAF était peut-être 50 aéronefs en état de marche, dans tout le sud-est. Les mathématiques semblaient solides. Depuis le jour de l'Aigle, le 13 août, les pilotes allemands avaient déposé des réclamations pour plus de 900 chasseurs de la RAF détruits. La production britannique ne pouvait pas remplacer les pertes à ce rythme. L'armée de l'air de Churchill s'épuisait. Le premier grand raid a traversé la côte anglaise vers 11h30 du matin. Plus de 100 bombardiers, Dornier escorté par plus de 300 chasseurs, se dirigeant vers Londres. Les équipages de bombardiers allemands s'attendaient à une légère résistance, peut-être quelques Spitfires désespérés effectuant des interceptions symboliques avant d'être submergés. Au lieu de cela, ils se sont heurtés à un mur solide de chasseurs de la RAF. Escadron après escadron s'est levé pour les rencontrer. Les Hurricanes du 511e escadron les ont frappés au-dessus de Canterbury. Les Spitfire du 72e escadron ont intercepté au-dessus de Maidstone, puis le 92e escadron, puis le 603e escadron, puis d'autres ont continué à arriver. Les chefs de formation allemands radiaient en confusion. D'où venaient tous ces chasseurs en ce moment? La Luftwaffe a lancé un raid encore plus important. Plus de 150 bombardiers avec plus de 300 chasseurs, la plus grande formation unique jamais envoyée contre la Grande-Bretagne. Cette fois, les équipages de la Luftwaffe étaient certains qu'ils feraient face à une opposition minimale. Sûrement les Britanniques avaient jeté tout ce qu'ils avaient au raid du matin. Le contraire s'est produit. Les chasseurs de la RAF sont apparus en nombre encore plus grand. Au moment où la formation a atteint Londres, elle était frappée de plusieurs directions simultanément. Les pilotes du 303e escadron, les Polonais de Northfield, ont déchiré le flux de bombardiers. Le 242e escadron Douglas a attaqué par le haut. Le 609e escadron est venu des flancs. Le total des sorties de la RAF ce jour-là a dépassé 300. Pas 300 aéronefs au total, 300 sorties, ce qui signifie que de nombreux aéronefs ont effectué plusieurs missions. Pour une armée de l'air qui aurait supposément 50 chasseurs opérationnels, c'était impossible. Les pilotes allemands savaient que les mathématiques ne fonctionnaient pas. Certains équipages de bombardiers ont rapporté plus tard avoir vu ce qu'ils pensaient être les mêmes Spitfire, les attaquant plusieurs fois au cours d'une seule mission, ce qui était exactement ce qui se passait parce que les chasseurs atterrissaient dans des champs satellites, se ravitaillaient en 10 minutes, et étaient de retour dans les airs, interceptant la même formation de bombardiers lors de son retour. Voici comment cela a réellement fonctionné ce jour-là. Biggin Hill avait officiellement 2 escadrons, le 92e et le 72e escadron. Mais les pilotes qui manquaient de carburant ou de munitions pendant le combat ne revenaient pas à Biggin Hill avec ses infrastructures détruites. Ils ont atterri à Gravesend, un champ satellite à 6 miles de distance. Les équipes au sol à Gravesend les ont ravitaillés et réarmés en quelques minutes et ils étaient de nouveau en l'air. Du point de vue allemand, ils venaient de repousser les Spitfires de Biggin Hill. Puis 15 minutes plus tard, d'autres Spitfires frais sont apparus, mais c'étaient les mêmes aéronefs opérant maintenant depuis un endroit différent. Le même schéma s'est répété dans tout le sud de l'Angleterre.
À la fin de 1940, la Grande-Bretagne a démagnétisé plus de 4000 navires. À la mi-1941, ce nombre dépasse 10 000. C'est une réussite d'ingénierie qui rivalise avec la construction des navires eux-mêmes. Sauf que c'est fait dans des conditions de guerre avec des ressources limitées, une action ennemie constante et la connaissance que chaque retard coûte des vies en mer. Mais au-delà des chiffres immédiats, le 15 septembre a complètement brisé la confiance allemande. Göring avait promis à Hitler que la RAF était terminée. Ses services de renseignement l'avaient confirmé. Pourtant, les équipages de la Luftwaffe avaient fait face à l'opposition de chasseurs la plus lourde de toute la bataille. Le système des aérodromes satellites avait créé une illusion de force, qui était en réalité plus efficace que la force réelle, parce qu'elle a convaincu les Allemands qu'ils combattaient un ennemi qui ne pouvait pas être vaincu. Vivre et combattre depuis ces bases fantômes n'était rien comme le service traditionnel de la RAF. Le lieutenant d'aviation Tom Neal du 200e du 9e escadron a décrit plus tard son arrivée à un champ satellite près de Boscombe Down et n'avoir trouvé absolument rien. Juste un champ, une manche à air et 2 bidons d'essence cachés sous un arbre. Pas de messe des officiers, pas d'hébergement approprié, pas de bâtiment administratif. Son escadron dormait dans des fermes réquisitionnées à 2 miles de distance, se rendait au champ chaque matin dans des camions civils et passait la journée assis sous les ailes de leurs aéronefs, attendant les ordres de décollage qui venaient via un seul téléphone de champ connecté à un fil tendu à travers la haie. Le contraste avec la vie de la RAF en temps de paix était frappant. Avant la guerre, les pilotes de chasse vivaient dans des stations appropriées avec toute la cérémonie et la structure de la tradition militaire. En septembre 1940, le 85e escadron du chef d'escadron, Peter Townsend, opérait depuis un champ près de Croydon, où la hutte de dispersion était littéralement un poulailler de fermiers, qui avait été vidé et équipé de quelques chaises et d'un téléphone de champ. Les pilotes écrivirent des lettres à la maison, assis sur des balles de foin. Quand l'ordre de décollage venait, ils se précipitaient à travers un champ boueux vers leurs Hurricanes, qui étaient cachés derrière des haies avec des filets de camouflage jetés dessus. Les équipes au sol étaient les héros méconnus de ce système. Ces hommes, pour la plupart, dans la fin de l'adolescence et au début de la vingtaine, étaient des mécaniciens, des armuriers et des riggers qui maintenaient les chasseurs opérationnels dans des conditions qui horrifieraient un officier d'ingénierie en temps de paix. À West Hampnet, le Hurricane du sergent James Ginger Lacey était entretenu par un équipage de 3 hommes travaillant hors d'une tente en toile. Ils n'avaient pas d'outils appropriés, pas d'atelier, pas d'éclairage sauf des lampes de poche portatives après la tombée de la nuit. Quand l'aéronef de Lacey a subi des dégâts de canon au-dessus de la Manche, son équipe a réparé les ailes avec du tissu et du vernis en travaillant au clair de lune, et le Hurricane était de nouveau volant à l'aube. Le ravitaillement et le réarmement devaient se faire au rythme des chasseurs, pas au rythme des bombardiers. Au champ satellite, il n'y avait pas de temps pour les procédures appropriées et les protocoles de sécurité. L'équipe au sol à Rochefort a développé une technique où il commençait à ravitailler un Spitfire avant même que le pilote n'ait quitté le cockpit, avec les armuriers rechargeant simultanément les mitrailleuses Browning montées sur les ailes. Le retournement complet, carburant, munitions, vérification de base, pouvait être fait en 8 minutes. C'est ainsi que le même aéronef pouvait effectuer 3 ou 4 sorties en une seule journée. Les arrangements de vie étaient tout aussi improvisés. À Goodwood House, les pilotes polonais du 145e escadron étaient logés dans des chambres avec des peintures du XVIIIe siècle sur les murs. Ils dormaient dans des lits à 4 colonnes, se réveillaient à l'aube, traversèrent la pelouse jusqu'à l'endroit où leur Hurricane était caché dans les bois, et volaient des missions de combat au-dessus de la Manche, puis revenaient pour le déjeuner dans une salle à manger avec des lustres en cristal. Un pilote polonais, l'officier pilote Ludwig Martel, a écrit à sa famille décrivant l'expérience surréaliste de prendre le petit déjeuner sur de la fine porcelaine 1 heure après avoir abattu un Messerschmitt. Tous les hébergements n'étaient pas aussi élégants. À Merston, les pilotes dormaient dans des tentes cloches dans un champ. Pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de chauffage. Ils se lavaient dans un ruisseau à proximité et cuisinaient les repas sur un réchaud de camping. Mais ils étaient opérationnels, et c'est ce qui comptait. Le système satellite a transformé toute la RAF en quelque chose ressemblant à une force de guérilla. Mobile, adaptable, impossible à localiser. Les équipes au sol sont devenues expertes en camouflage et en dissimulation. Les pilotes ont appris à naviguer en utilisant des repères plutôt que des cartes parce que leur base d'exploitation réelle n'était souvent sur aucune carte.
Le réseau des aérodromes satellites n'a pas seulement aidé la Grande-Bretagne à survivre à la bataille d'Angleterre. Il a fondamentalement modifié les calculs stratégiques de Hitler. Le 17 septembre 1940, seulement 2 jours après les raids désastreux du 15, Hitler a émis une directive reportant l'opération Seelöwe indéfiniment. La raison officielle donnée était des conditions météorologiques défavorables. Mais les conversations privées du Führer racontaient une histoire différente. On lui avait promis la supériorité aérienne sur le sud de l'Angleterre, comme condition préalable à l'invasion. Göring lui avait assuré que la RAF serait détruite d'ici la mi-septembre. Au lieu de cela, les équipages de bombardiers allemands signalaient une opposition de chasseurs plus lourde qu'ils n'en avaient affronté en août. Les mathématiques de l'invasion exigeaient que la Luftwaffe réalise une domination aérienne complète. Les planificateurs de la Luftwaffe estimaient qu'ils avaient besoin d'au moins une supériorité de 4,1 dans les chasseurs pour protéger la flotte d'invasion traversant la Manche. Fin septembre, le renseignement allemand prétendait toujours que la RAF était presque anéantie. Mais la réalité opérationnelle racontait l'histoire opposée. Chaque mission de reconnaissance faisait face à une interception de chasseurs. Chaque raid de bombardiers rencontrait des escadrons qui supposément n'existaient pas. L'écart entre les rapports de renseignement et l'expérience au combat devint trop large pour être ignoré. Le report du 17 septembre d'Hitler devint permanent en octobre. Le système de terrain d'aviation auxiliaire avait créé une tromperie stratégique bien plus efficace que n'importe quelle campagne de désinformation délibérée. Les Britanniques n'avaient pas trompé les Allemands avec de fausses informations. Ils avaient simplement rendu leur capacité réelle invisible. Le résultat était le même, une force d'invasion qui ne pouvait pas risquer de traverser la Manche parce qu'elle ne pouvait pas garantir la couverture aérienne nécessaire à la survie. L'héritage des terrains d'aviation invisibles de la Grande-Bretagne s'étendait bien au-delà de 1940. La doctrine de dispersion s'avéra si efficace qu'elle devint une pratique standard pour les forces aériennes du monde entier. Pendant la guerre froide, l'OTAN développa des systèmes élaborés de bases d'exploitation dispersées, où les chasseurs pouvaient se disperser sur plusieurs emplacements en cas de crise. L'Union soviétique construisit des centaines de terrains d'aviation auxiliaires à travers l'Europe de l'Est, spécifiquement pour survivre à la première frappe de l'OTAN. Le célèbre système BAS 90 suédois, où les chasseurs Gripen opèrent à partir de bandes routières renforcées, est un descendant direct des satellites de la RAF Tangmer. Même la guerre aérienne moderne reflète ces leçons. La doctrine d'emploi au combat agile de l'armée de l'air américaine, dispersant les forces sur plusieurs emplacements austères, plutôt que de les concentrer sur de grandes bases, est essentiellement le système de satellites de 1940 adapté aux menaces du XXIe siècle. Le Pentagone a étudié extensivement les opérations de dispersion du commandement des chasseurs de la RAF lors de l'élaboration de stratégies pour opérer dans des environnements contestés où les bases permanentes deviennent des vulnérabilités. Les ingénieurs, les pilotes et les équipes au sol qui ont fait fonctionner ce système étaient pour la plupart des gens ordinaires, accomplissant des choses extraordinaires sous pression. Ils ont pris une situation désespérée, les bombardiers allemands détruisant leurs bases, et l'ont transformée en avantage stratégique en embrassant l'invisibilité et la mobilité. La Luftwaffe continuait à chercher la RAF sur les terrains d'aviation évidents, avec une infrastructure permanente, tandis que la véritable force de combat était dispersée sur des dizaines de terrains qui ne ressemblaient à rien de plus que de la campagne anglaise. C'est la véritable histoire de la raison pour laquelle la Grande-Bretagne a survécu en 1940. Non seulement du courage et des Spitfire, bien que ceux-ci aient énormément compté, mais aussi le travail ingrat de construire de fausses granges au-dessus des réservoirs de carburant, de garer les chasseurs derrière les haies, et d'apprendre à faire fonctionner une force aérienne entière, à partir de terrains qui officiellement n'existaient pas. Les Allemands pensaient qu'ils détruisaient la RAF. Ils bombardaient en réalité simplement des bâtiments vides, tandis que la véritable guerre était menée à partir de terrains d'aviation qu'ils n'ont jamais trouvés.